Voilà, 3 invités, 3 intervenants et vous verrez tout à l'heure des vidéos avec des témoignages qui sont très très intéressants pour lancer cette discussion justement pour mieux comprendre. Autour de cette table, Jean-Pierre Bellon, bonjour. Bonjour. Directeur général du Centre Résist, auteur de plusieurs ouvrages qui sont très connus évidemment sur le harcèlement. Le dernier, c'est celui-ci, je vais l'attraper, il s'appelle Renouer avec l'autorité à l'école, 10 mesures immédiates. On en reparlera de l'autorité à l'école à la fin de cette émission, parce que évidemment ça c'est votre actualité et c'est lié à cette question du harcèlement, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, si on renoue avec l'autorité, on va pouvoir mieux lutter contre le harcèlement. C'est bien Tout à ça? fait. L'enjeu, c'est que tous les élèves puissent étudier en paix. On reparlera évidemment de tout cela tout à l'heure. Avec nous également Marie Cartier, directrice générale adjointe du Centre Résist. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors Marie et Jean-Pierre, vous connaissez très bien, vous vous êtes rencontrés alors que vous étiez référents harcèlement tous les deux, puis vous vous êtes rendu compte finalement qu'il y avait pas mal de points communs entre vos différentes manières d'aborder le sujet, de travailler sur ce sujet, et vous avez finalement la même vision et vous avez reconstruit un socle, ce qu'on appelle un socle théorique fort. Ça s'appelle la méthode de la préoccupation partagée, la MPP. J'en parle comme ça parce qu'on va vous en parler pas mal de la MPP durant cette émission. Et vous dites, finalement, c'est plus une éthique qu'une technique. Oui, absolument. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on s'est rejoint avec Jean-Pierre. Je crois qu'on on s'est rencontrés dans la formation des référents harcèlement qui était donnée par le ministère de l'Éducation nationale et on s'est rendu compte qu'on avait la même vision du phénomène et les mêmes objectifs en termes d'éthique pour l'accompagnement de ces enfants et de ces familles et des personnels qui travaillent avec eux. Alors, on reviendra évidemment sur la MPP, comment ça a été mis en place, que c'est exactement, qu'est-ce que ça a permis d'obtenir comme résultat en France, et puis comment on peut améliorer tout cela un peu plus tard dans l'émission. Noémia Gros, bonjour Noémia. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes formatrice pour le Centre Résist, mais pas que. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle De la rage dans mon cartable. Absolument. Parce que vous avez été, vous, harcelé pendant 4 ans, de la 6e à la fin de la 3e, 4 ans de silence. 4 ans d'échecs scolaires, 4 ans de dépression, 4 ans de perte de confiance. Et un jour, vous avez eu un déclic. Vous vous êtes dit... Vous avez eu le déclic en allant sur le site internet de Jean-Pierre Bellon. Est-ce que c'est vrai, on m'a dit absolument. Il y a une quinzaine d'années, Ouais. donc ça commence à dater. Mais effectivement, c'est vraiment en tombant sur le site de Jean-Pierre Bellon que j'ai pu mettre un mot sur ce à quoi j'avais été confrontée. Et c'est ce qui m'a permis par la suite de rebondir et par la suite de m'engager dans cette lutte. Et de créer une association Absolument. qui s'appelle Génération Solidaire. Absolument. Une association qui vient en aide aux jeunes. Tout à fait. Qui en aide aux jeunes. Et qui aurait bien dû exister. Enfin, en tout cas, vous auriez bien voulu qu'une association comme ça existe, j'imagine, il y a quelques années. À l'époque, quand j'étais effectivement confrontée à ces situations, effectivement, oui. Bon, je vous propose de regarder tout de suite un témoignage, celui d'une maman dont la fille, qui vient d'entrer en 5e, a été harcelée jusqu'à l'année dernière, du CM1 à la 6e. Regardez ce témoignage et puis on se retrouve juste derrière. Du coup, ma fille, elle a connu le harcèlement depuis le CM1. Donc elle est arrivée là-bas et c'était une école où tout le monde se connaissait plus ou moins, etc. En fait, il y avait un petit groupe de 7 enfants qui se connaissaient depuis la maternelle et qui ne connaissaient pas ma fille, qui se sont rapidement mises à l'embêter et à la bousculer, à l'insulter, etc. Et c'est parti d'une amourette, en fait, avec un petit garçon qui était dans cette école pareil depuis la maternelle et qui connaissait ses petites filles et les parents, etc. Sauf que ça a pris des proportions exagérées avec des formes de jalousie. Où les petites filles ont lancé des rumeurs très rapidement sur ma fille. Ma fille est une petite fille métisse, donc ça a été très vite des insultes racistes. Elle se moquait de sa cambrure, etc. Qu'il y aurait eu des vidéos de ma fille toute nue dans la douche qui auraient tourné sur Snapchat. Bon, évidemment, c'est une rumeur, mais ce week-end-là, moi, je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'ai passé le week-end à pleurer et j'ai dû enfin, c'était horrible et à essayer de trouver démêler le vrai du faux et à parler avec mon enfant qui a été aussi choqué que moi en tant qu'adulte. À partir de là, elle a commencé à refuser littéralement de vouloir aller à l'école. Elle a commencé à parler de vouloir mourir. Elle avait des paroles très étranges. Elle était perdue, elle était brisée. On a passé un été horrible, l'été 2023, qu'en novembre
de la rentrée 2023, donc sa rentrée de sixième. Ce sont les garçons cette fois qui se sont mis, qui ont commencé et non pas les filles à la traiter de pute, à lui demander, si elle suce tous les soirs, oui, donc quand elle arrivait en retard parce qu'elle voulait plus aller à l'école, il l'attendait à 5 ou 6 et qui se moquait d'elle et lui disait: «Ouais, si tu es en retard, c'est parce que hier tu suçais dans les caves, espèce de grosse pute». On l'a fait admettre, aux urgences pédopsychiatriques et là, en fait, à ce moment-là, moi-même, je prends pas la mesure de ce que je suis en train d'entendre, ni de ce que je suis en train de m'apprêter à faire, à l'emmener aux urgences pédopsy et là, en fait, bah, elle est prise en charge pendant 2 semaines. Donc elle est déscolarisée pour, 2 mois et demi à ce moment-là. Elle me parle de vouloir mourir tous les jours. Hem, c'est des hauts, des bas, je suis pas préparée, je crois que ça va et finalement ça va pas. Voilà, c'est un témoignage. Évidemment, on aurait pu en avoir beaucoup d'autres de témoignages. Vous voyez beaucoup réagir, Noémia, pendant cette vidéo. Est-ce que ce témoignage, alors je ne sais pas à qui je pose la question, à vous trois, est-ce que finalement, à travers ce témoignage, on a en 2 minutes une définition assez claire de ce qu'est le harcèlement aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que ce témoignage est très révélateur de ces situations qui commencent de manière très banale, par des toutes petites choses, qui semblent anodines aux yeux des adultes, hein, c'est-à-dire des élèves qui se connaissaient entre eux, elles ne les connaissaient pas trop. Déjà, cette difficulté d'intégration pour le nouveau qui arrive. Et puis, une petite amourette. Ah, il se passe quelque chose, les élèves se coalisent contre elle. Et puis, tout ça parce que finalement, ces petits sentiments humains, la jalousie, ces petites choses-là, ne sont pas décelés et surtout se développent dans un groupe. Développent dans un groupe qui échappe finalement à la vigilance des adultes. Et l'effet de groupe a C'est l'effet de groupe, hein, c'est important. Mais oui, c'est l'effet de groupe qui rend ce phénomène dangereux. Et ça va très vite, on le voit. Très rapidement, il y a des rumeurs qui circulent, vous voyez, des rumeurs. On n'y prête pas attention quand on est adulte aux rumeurs entre enfants, ils sont si jeunes. Il n'y avait même pas... hein. Et c'est comme ça que les choses se développent. L'effet de groupe est quelque chose qui emprisonne tous les élèves qui appartiennent au groupe. Ils perdent leur liberté de penser, ils perdent leur individualité. Ils ne sont plus capables de réagir de manière humaine. Ils sont tous entraînés. Il y a une surenchère, un effet de mimétisme et de surenchère de l'un à l'autre. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des choses absolument dramatiques. Et ça existe depuis la nuit des temps. Mais bien sûr, et ça existera toujours à partir du moment où on met ensemble des enfants. S'il n'y a pas une prise de conscience de la part des adultes qui s'occupent de ces enfants, que le fait qu'ils soient en groupe, et l'école les met en groupe, il y a toujours un danger. Il ne faut jamais minimiser. Noémia, quand vous entendez ce témoignage, vous qui avez été victime, vous faites le parallèle avec ce que vous avez vécu vous, pendant quelques années. Absolument, et d'ailleurs ça fait totalement écho avec ce à quoi moi-même ai été confrontée. Donc une situation qui commence moi à l'entrée au collège en 6e, par au départ un surnom dévalorisant en lien avec mon physique. Et très très rapidement, ça commence donc par 2 filles dans la classe, et très rapidement ça prend de l'ampleur dans toute la classe, et même au-delà dans l'établissement, au travers effectivement également de rumeurs, qui sont des phénomènes extrêmement redoutables. Jean-Pierre, pardon. Il y a l'effet de groupe. Et parce qu'il y a effet de groupe, il y a une très grande difficulté pour la victime de se défendre par elle-même. Contre une agression isolée, peut-être on y arriverait, mais contre un groupe, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez toute la classe contre vous? Et puis, il y a cette absence d'intervention des adultes. Ces jeunes gens qu'on laisse seuls dans les cours de récréation, avec des adultes qui regardent ailleurs. On a toutes les composantes, effectivement, dans ce que dit cette dame du phénomène du harcèlement. On a une deuxième partie de témoignage de cette maman que je vous propose de découvrir tout de suite et je vous laisserai réagir juste après. Regardez. Et à ce moment-là, la directrice de cette époque du CM2, donc de l'école primaire, m'a reçue et m'a de suite dit: «Non, non, non, il y a pas de harcèlement», avant même que je dise quoi que ce soit. Et elle m'a très vite aussi dit qu'elle n'avait pas de problème avec, les autres parents et que moi j'étais issue d'une famille monoparentale et que les gens comme moi, on était assujettis à problématiques. Elle a insinué des choses affreuses sur mon enfant et devant mon enfant. Elle a dit devant ma fille et moi, que ma fille, était responsable dans le sens où elle était plus grande, plus formée que les autres, qu'on la voyait être, exister et que du coup, de fait, il était normal qu'elle vienne à 6 ou 7 contre elle et sur elle, puisqu'elle faisait peur de comment elle était physiquement. Et ce qui a été très, très compliqué, ça a été de sentir en fait le jugement d'autres parents, qui traitaient mon enfant de pute. Même ma propre famille ne m'a pas comprise, hem
et pense qu'elle fait du cinéma, c'est très compliqué parce qu'on s'en prend de tous les côtés, en fait. C'est très compliqué parce qu'on s'en prend de tous les côtés, dit cette dame. Je crois que c'est vraiment l'une des facettes du harcèlement, c'est-à-dire qu'en gros, tout vient dire que c'est bien un peu la faute de la victime. Combien de temps faudra-t-il pour arriver à imposer l'idée que les victimes n'y sont pour rien ? Là, on a une directrice d'école qui dit oui, mais c'est peut-être un peu de sa faute. Et les victimes elles-mêmes en viennent à culpabiliser. Les victimes elles-mêmes en viennent à se demander mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Mais ça arrive à peu près 1 million ou 700 000 ou 1 million d'élèves par an. Et ça peut arriver à n'importe quel élève. C'est un risque scolaire. Je crois même que c'est le premier risque scolaire. Noémia, Je valide totalement ces propos, étant donné que moi-même, ce sentiment de culpabilité, c'est ce qui m'a empêché d'en parler à ma famille. oui. Donc j'avais Pendant vraiment 4 ans. Exactement, pendant 4 ans, parce que j'avais le sentiment d'avoir mérité ces violences. Parce que quand j'y étais confrontée, les témoins, que ce soit les élèves ou les adultes qui étaient parfois présents, qui voyaient ce que je subissais, mais qui en 4 ans ne sont jamais intervenus, ces attitudes en fait faisaient qu'à un moment donné, j'ai fini par penser que j'avais mérité ces violences et je me suis renfermée encore plus sur moi-même. Cette dame avec qui j'ai parlé moi, au téléphone très très longuement m'a aussi expliqué que pour elle c'était extrêmement compliqué parce qu'elle était obligée de tirer les verres du nez de sa fille, qu'elle était en même temps confrontée à ce qu'elle vient de raconter là. Donc c'est un cauchemar absolu quoi, dont on est en train de parler là. Tout à fait. Moi, je pense que ça, il faut vraiment que les professionnels prennent conscience de ce risque de désigner la victime comme coupable. On le fait tous, si on ne fait pas attention, par des questions qu'on croit innocentes, en demandant, par exemple, pourquoi est-ce que tu penses que ça t'arrive ? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il te harcèle ? Vous voyez, ce genre de questions, c'est pas du côté de la victime qu'il faut chercher la cause. On continue aujourd'hui de vouloir chercher la cause du côté de la victime. Même les parents, parfois, tombent dans ce travers. Et les victimes elles-mêmes finissent par être convaincues que c'est de leur faute. Donc, il n'y a pas à se demander pourquoi ça arrive à tel ou tel élève. Non, ça arrive parce qu'il y a un effet de groupe. Ça arrive parce que cet effet de groupe n'est pas gérable par les adultes qui n'y sont pas suffisamment attentifs. Et la victime, il faut toujours qu'elle comprenne qu'elle est parfaitement innocente, qu'elle n'y est pour rien. Et que, en fait, dans le groupe, les élèves le savent, que ça pourrait leur arriver à tous. C'est bien pour ça qu'ils appartiennent au groupe, pour que ça ne leur arrive pas. Donc en réalité, ceux qui sont dans le groupe craignent que ça leur arrive, savent très bien que ça peut leur arriver, mais se rassurent en se disant « oui, mais c'est parce qu'elle est comme ci et comme ça ». Et si on commence à demander à l'élève « pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi ?» ou on commence à dire « oui, mais ça lui arrive parce qu'il est trop petit, parce qu'il est trop ci, trop ça », mais on tient le même discours que les intimidateurs. Et on augmente nous-mêmes, on rejoint nous-mêmes l'effet de groupe. Et ça pardonnez-moi, Oui. c'est quelque chose, ce qu'elle raconte, enfin, ce que cette maman est en train de raconter là, c'est quelque chose qui se produit souvent. Tout le temps. C'est ce que vous savez, c'est vous, Jean-Pierre, qui avez relevé dans l'œuvre de René Girard cette dénomination du stéréotype de la Cette idée du persécution. stéréotype de la persécution, c'est René Girard qui, il y a plus de 40 ans, avait mis en évidence ce point, c'est-à-dire cette tendance assez naturelle qui consiste à considérer que les victimes sont peut-être pour quelque chose dans le malheur qui les frappe. J'observe que sur les questions de harcèlement, on continue à dire il est harcelé parce que on n'ose plus le faire et c'est heureux à propos d'autres agressions. Mais là, les victimes de harcèlement, on a l'impression que si elles sont victimes, c'est parce qu'il y aurait telle ou telle raison. Elles sont victimes parce qu'elles sont à l'école et que c'est le risque majeur en classe. Alors, on aurait voulu l'avoir avec nous aujourd'hui, Benoît Galland. Malheureusement, il n'était pas dispo, mais on l'a rencontré. D'ailleurs, une interview exclusive très récente qui a été mise en ligne sur la chaîne YouTube du Centre Rhésis cet après-midi, qui vous allez pouvoir découvrir. Mais on a sélectionné quelques extraits qu'on va vous passer tout au long de cette émission. Alors, Benoît Galland, il est auteur de ce bouquin qu'on verra peut-être tout à l'heure, qui s'appelle « Le harcèlement à l'école, mythe et réalité ». Et justement, on lui a posé la question... quelles sont les idées reçues sur les harcèlements ? Alors, on en a déjà évoqué quelques-unes. Je vous propose une de ses premières réponses. Regardez. Dans le harcèlement, souvent, ça s'est inscrit dans la durée. Il y a ce déséquilibre de pouvoir dont on a parlé. Et puis, il y a des gens autour. Si on prend juste la victime, l'auteur, qu'on fait que se traiter ça, souvent, on loupe la dynamique sociale qui s'est installée autour. Et alors, notre intervention n'est pas suffisamment efficace pour que ça s'arrête. Traiter une situation de harcèlement comme si les gens étaient sur le même pied, ça risque de tomber à côté et de ne pas résoudre la situation et d'enfoncer la victime. Donc là, il y a vraiment à être attentif. En plus des protagonistes directs, souvent dans le harcèlement, il y a des gens autour qui sont témoins, qui voient ce qui se passe. Et ceux-là, ils sont importants à prendre aussi en compte dans la prise en charge.
Pas juste se limiter aux personnes directement concernées, mais regarder si on ne doit pas aussi jouer sur la dynamique collective qui s'est installée. Voilà, jouer sur la dynamique, enfin observer justement cette dynamique collective qui s'est installée. Noémie, je vous voyais réagir là. C'est vrai que pour moi, dans le cadre de ces situations, les témoins ont un rôle qui est extrêmement important. Et pour en revenir à mon cas personnel, quand j'ai été confrontée à ces situations, j'avais parfois même des amis de mon école primaire qui étaient parfois témoins de situations de violence que je subissais dans les espaces communs, par exemple dans la cour ou à la cantine, et qui malheureusement n'ont jamais réagi ni même alerter un adulte de l'établissement. Et donc, malheureusement, de par leur attitude même passive, renforcer en fait ces situations de violences répétées dont j'étais la cible. Marie ou Jean-Pierre? Oui, c'est toujours cette question de l'effet de groupe, c'est-à-dire que face à la puissance du groupe, déjà Hannah Arendt le disait, l'enfant n'a aucune chance de se révolter, n'a aucune possibilité de se révolter face à la tyrannie du groupe. Seule l'autorité de l'adulte, et on en parlera à la fin de cette émission, peut rendre une sécurité à chaque membre du groupe. C'est-à-dire, en fait, faire disparaître l'idée même de groupe. Parce qu'ils sont ensemble. Mais pourquoi devrait-elle être un groupe? Ça n'existe pas, un groupe. Non, ce sont des individus qui devraient pouvoir penser librement et agir librement. Or, l'institution scolaire a tendance à renforcer l'effet de groupe souvent. On s'adresse aux élèves comme si c'était toujours un groupe, on leur parle de façon collective, on fait la 5e B, la 6e A, que sais-je. Non, ça reste des élèves qui, il se trouve qu'ils sont ensemble, ah bah oui, il faut bien les mettre ensemble, n'empêche que ne renforçons pas les effets de groupe car c'est ce qui les emprisonne. Alors, vous savez, vous pouvez poser vos questions en mettant un commentaire directement sur YouTube ou en appelant le 06 60 35, enfin en envoyant un SMS plus exactement, 06 60 35 85 73. Et là, j'ai une question, je vais vous la poser à vous, Jean-Pierre, que je trouve intéressante, puisqu'on parle finalement des idées reçues et qu'on essaie de décortiquer un petit peu tout ça. C'est une question de Richard d'Avignon qui nous dit, est-ce qu'il y a un profil type de harceleur ? Oui, on aimerait bien qu'il y ait un profil type. On aimerait bien que le harceleur, ce soit l'enfant des autres, celui qu'il suffirait de mettre à l'écart. Le problème, c'est que des élèves ayant participé à des brimades, Marie, moi et tous les membres du centre Résis, on en a rencontré des centaines, et ce sont des élèves absolument comme les autres. Ce sont des élèves, ce ne sont pas les enfants des autres, hein, ce sont nos enfants, ce sont nos élèves, et ce sont surtout des jeunes gens qui sont pris, comme Marie l'a dit, dans l'effet de groupe et qui sont incapables de se défaire de la puissance du groupe. Ils sont pris en quelque sorte en étau, en tenaille entre leur répugnance à faire souffrir leurs semblables, parce que ce ne sont pas des monstres, et leur incapacité à se défaire de la puissance du groupe. Alors non, il n'y a vraiment pas de profil de l'élève harceleur. Même si, effectivement, il y a peut-être celui plus méchant ou celle qui va trouver le surnom, qui va lancer la première pique. Mais si le surnom, personne ne le reprenait, si la moquerie ne faisait rire personne, il n'y aurait pas de harcèlement. Tout à l'heure, on recevra Imanaga, qui est chef d'établissement et surtout qui a mis en place le programme phare, qui a été chef de projet du programme phare quand ça a été mis en place sous Jean-Michel Blanquer. Et elle disait, je discutais un petit peu avec elle avant l'émission, elle disait, on aimerait bien que ce soit les enfants des autres, toujours, à chaque fois, hein, les harceleurs. Bien sûr, c'est tellement commode. Et non, c'est des élèves tout à fait comme les autres. Bon. Ce sont souvent, ça peut être d'anciennes victimes. Moi, je pense que sur une scolarité de 15 ans, aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai de ces élèves, je pense que sur une scolarité de 15 ans, presque tout le monde passe par tous les rôles, sans forcément s'en rendre compte. Mais qui ne s'est jamais moqué? Qui n'a pas mis à l'écart un camarade parce que tout le monde le mettait à l'écart? Même vous, qui n'a pas? Je pense que Noémie a été frappée trop jeune. Elle a été frappée trop jeune. Non, mais j'ai pu être témoin, effectivement, par la suite, notamment au lycée. Je me rappelle d'un garçon dans ma classe au lycée, en seconde, qui lui, a été confronté à certaines brimades, effectivement. Vous avez vu? J'ai été témoin, effectivement. Et vous n'avez pas forcément réagi? Alors, à l'époque, justement, sur le coup, je ne me suis pas forcément rendu compte. En fait, je pense que j'étais dans cette situation de tel mal-être, en fait, à ce moment-là, parce que c'était vraiment une période de dépression pour moi, juste après les faits de harcèlement, qu'au moment des faits, je n'ai pas forcément pu réagir. En lien avec, justement, ce qu'on vient d'évoquer à propos du profil type... qui n'existe pas, hein, évidemment, du harceleur. Autre question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a un lien entre harceleur ou harcèlement, on va dire, et origine sociale, et origine ethnique? C'est des questions que se posent parfois certaines personnes, et c'est une question qu'on a posée également à Benoît Galland. Regardez. Alors on pourrait penser que l'origine sociale ou l'origine ethnique des élèves va jouer un rôle dans qui est auteur ou qui est victime.
Parce qu'on a cette image, et d'ailleurs il y a d'autres problématiques qui sont vraiment liées à l'origine sociale. Par exemple, on sait qu'en fonction qu'on vient d'un milieu favorisé ou défavorisé, on a des risques différents dans la vie. Ce n'est pas le cas de harcèlement. Les données scientifiques disponibles, quand on regarde à travers toutes les études qui existent, montrent plutôt qu'en fait, ce n'est pas un critère très pertinent, ni pour les victimes, ni pour les auteurs, comme si on était dans une dynamique qui est plutôt liée à la socialisation entre pairs, donc entre élèves le plus souvent, et que ces dynamiques plus sociologiques d'inégalité sociale, etc., vont pas tellement jouer sur la prévalence du phénomène. Ah ben, ce point est essentiel parce que je crois qu'il a été pendant longtemps un obstacle, en France en tout cas, à la compréhension du phénomène du harcèlement. C'est-à-dire qu'on se disait, on partait du principe que la violence ne pouvait exister que dans certains quartiers défavorisés, qu'elle était forcément liée à certains établissements. Or, ce qu'ont montré les travaux de recherche sur la question du harcèlement, c'est que le harcèlement, il est réparti également partout. Et Benoît Galland est trop modeste pour le dire, mais il est l'auteur d'une étude absolument remarquable dans laquelle il a comparé la Belgique, la France et le Canada français, et dans lequel il s'est rendu compte que le taux de harcèlement était rigoureusement identique, quel que soit le milieu social. Mais dans la recherche française, il y avait quand même des réticences. Et l'idée qu'il puisse exister une violence qui n'est pas d'autre origine que l'école elle-même et qui soit étrangère aux déterminismes sociaux, ça c'était une chose qui avait quand même beaucoup de mal à passer dans la recherche française. Et puis peut-être aussi aujourd'hui, il y a certains établissements qui se disent « Oh mais il n'y a pas de ça chez nous, ça doit exister, oui, dans la banlieue des grandes villes, etc. Mais nous ici on est protégés, nos élèves, nos enfants sont gentils. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le taux de harcèlement, les premières enquêtes qui ont été réalisées, c'était il y a 40 ans. On a trouvé 10% d'élèves victimes. Aujourd'hui, dans les collèges, c'est ça 10% globalement. Oui, école, collège. Ouais. Les dernières enquêtes révèlent encore ce taux de 10%. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a, parce qu'il y a effectivement cet effet de groupe, un taux constant de harcèlement. Dans le harcèlement, il est présent partout. Oui. Et, pardon, allez-y. Et c'est bien ce qui montre que le harcèlement, c'est le produit de l'institution scolaire. C'est bien pour ça qu'il y en a partout. Le harcèlement, c'est du harcèlement scolaire. C'est pas du harcèlement à l'école. C'est pas un phénomène extérieur qui est importé dans l'école. C'est l'école qui produit, l'institution qui produit ce phénomène, comme elle produit d'autres choses très bien. Hein. Mais ça peut, je veux dire, donner... en tout cas, le harcèlement, c'est un des risques de ce système scolaire. Il y a deux nouvelles questions qui viennent d'arriver et qui sont intéressantes. On parlait de la dynamique collective et il y a une question qui vient juste d'arriver. C'est bonjour, peut-on intervenir de manière concrète ou comment intervenir de manière concrète sur la dynamique collective? Nous avons quelques minutes parce que j'imagine que le sujet est complexe. On va en parler tout à l'heure. Oui. Hein? On verra longuement tout à l'heure en présentant la méthode de la préoccupation partagée qui vise effectivement à réindividualiser chacun et à ne jamais s'adresser au groupe. C'est ça. Bon, oui, on y reviendra. Je pense que c'est une bonne réponse. Et effectivement, on passera vraiment un moment entier, des minutes entières, à parler de cette méthode, de la manière, de ce qu'elle est, de la manière dont elle a été mise en place, et des résultats qui ont été obtenus, et même je crois que même vous êtes les premiers à le dire, de la manière dont on peut faire pour encore améliorer les choses et faire en sorte que tout cela, notamment le programme phare, fonctionne bien et absolument partout. Noémia, casser cet effet de groupe, ça vous inspire quelque chose à vous? C'est ce que je, en tout cas, tente de faire hein, quand j'interviens dans les établissements scolaires, parce que moi, ça fait quand même 10 ans que j'ai créé l'association Génération Solidaire. Donc, pour confirmer aussi ce qui a été dit, moi, j'interviens vraiment dans des milieux très différents, tant dans des petits villages que dans des établissements de banlieue. Et effectivement, systématiquement, j'ai des témoignages d'enfants, d'adolescents, d'élèves qui viennent me voir pour me raconter des situations de harcèlement, d'intimidation auxquelles ils ont été confrontés. Et voilà, et moi, au travers d'actions que je mets en place dans les établissements, et notamment, récemment, j'ai aussi créé un jeu de plateau collaboratif aussi pour justement pouvoir bien mettre en avant aussi le rôle des témoins. Alors, c'est un jeu de plateau, en fait, où l'idée, c'est vraiment de bien comprendre ce qu'est ce phénomène de harcèlement, en fait, qu'est-ce que l'intimidation, et quel rôle on peut jouer, justement, comment on peut agir pour que ce type de situation n'arrive pas dans son établissement scolaire, en fait. Donc, notamment en tant que témoin,
quand on assiste à ce type de situation, mais on aura l'occasion aussi d'en reparler par la suite avec aussi le rôle des ambassadeurs qui sont des précieux aussi collaborateurs dans cette lutte contre le harcèlement. On a une autre question. Est-ce que ce ne serait pas surtout une question de perception de la différence, les jeunes n'étant pas toujours à l'aise avec la différence, nous demande Marie-Christine. Qui serait à l'origine du harcèlement Non, ça n'est pas vraiment à l'origine. Je crois qu'il faut distinguer harcèlement scolaire et discrimination. La discrimination, c'est exclure quelqu'un d'un groupe au nom de certaines normes. Le harcèlement scolaire, il n'y a pas de raison d'exclure la personne, hormis le fait qu'on a besoin d'un bouc émissaire. On a besoin d'un bouc émissaire pour se rassurer, pour faire groupe, parce qu'en fait, il y a un sentiment d'insécurité profonde de tous ces élèves, étant donné l'absence quand même de l'autorité de l'adulte et de la présence de la relation à l'adulte qui sécurise. Et donc, le groupe fabrique un bouc émissaire et ensuite trouve un prétexte pour dire c'est parce qu'il est comme ci ou comme ça, et ça peut tomber du coup sur une composante liée à de la discrimination, raciste, enfin homophobe, que sais-je. Oui, après coup, on peut, voyez, mais ça n'est pas la source, parce que sinon, ce serait facile de donner des profils de victimes. On a parlé des profils de harceleurs, mais il n'y a pas non plus de profil de victimes. Combien de victimes le sont, alors que, ma foi, il n'y a rien de particulier, en fait, qu'on puisse déceler. Et d'ailleurs, si on demande aux intimidateurs, ils vont nous dire oui, mais il est un peu bizarre, un peu différent, enfin, rien de très clair. Et Benoît Galland le montre très bien dans le reste de l'entretien qu'on pourra voir sur ailleurs. Mais cette idée selon laquelle ce serait la différence je pense que c'est encore une autre idée, reçue qu'il faut défaire. Vous savez, ces phénomènes de harcèlement, certains pays appellent ça le mobbing, c'est-à-dire cet effet de mob, cet effet de groupe coalisé contre une victime. Il existe chez certains mammifères, il existe chez certains animaux, il existe chez les oiseaux, chez les poules. Dans un poulailler, vous avez la poule émissaire, sur laquelle toutes les autres vont tomber. On n'a jamais bien compris quelle était l'origine de la poule émissaire. Toujours est-il que le groupe en a besoin. Donc effectivement, c'est très intéressant de montrer ça, par exemple en prévention, et d'expliquer aux élèves qu'on a peut-être un tout petit peu plus de réflexion que les poules, et qu'on peut réagir peut-être autrement que par ces effets grégaires qui existent effectivement dans tous les groupes. Alors, on va, dans quelques instants, consacrer quelques minutes au sexting, au cyberharcèlement, parce que d'ailleurs, la maman l'évoquait tout à l'heure, mais je voulais quand même vous poser une question peut-être à tous les deux, avant de passer à ce sujet. On a une nouvelle ministre de l'Éducation et on sait que le contexte politique sur ce genre de sujet est important. Hier, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre à l'Assemblée a évoqué cette question du harcèlement scolaire. J'allais dire harcèlement à l'école, hein. Je me suis repris tout seul. Cette question du harcèlement scolaire. Vous en attendez quoi concrètement de la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genté ? Très clairement, de la stabilité. Je pense que des ministres de l'Éducation nationale, depuis 2022, on en a connu un certain nombre. Je crois vraiment que l'éducation est un sujet qui nécessite permanence et stabilité. Donc je pense qu'il faut que le programme phare soit maintenu, continué, renforcé. Oui, ça c'est vraiment la chose qu'on attend de Madame la nouvelle ministre, et concrétiser complètement l'idée qu'il doit y avoir dans chaque établissement une équipe pour lutter contre le harcèlement. Voilà, développer, finir de mettre en place le programme phare avec la MPP. On en reparlera dans un instant. On a aussi une question de Lily. On répondra à votre question qui nous dit quelles clés concrètes donner à un élève pour se sortir de la dynamique du harcèlement. Évidemment, on n'a pas la prétention d'avoir toutes les clés concrètes, mais en tout cas de vous donner quelques bonnes idées et avec de bons spécialistes qui nous rejoindront sur la suite de cette émission. Merci Noémie, on vous retrouvera un tout petit peu plus tard et on se retrouve dans quelques instants pour parler cyberharcèlement et sexting. À tout de suite.